à tous, bienvenue. Maladie, vieillesse, handicap, face à ces situations de dépendance, ce sont souvent les parents ou les enfants qui aident au quotidien, des pères, des mères, des fils, des filles, qui souvent travaillent et qui doivent concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, souvent compliquée. Comment les entreprises qui les emploient peuvent-elles les aider? Quels sont leurs droits? Comme chaque semaine, messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC. Et face à vous, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour, Priscilla. Chef d'entreprise. Alors, Joseph, d'abord, une estimation du nombre de personnes qui sont concernées par cette situation, qui sont des aidants, qui aident leurs proches au quotidien. C'est large. Il y a une estimation à 4 millions. 4 millions de personnes, c'est ceux qui s'en occupent le plus, souvent à mi-temps auprès d'eux. Mais ça va jusqu'à 11 millions, c'est-à-dire un Français sur 5 s'occupe de personnes dépendantes, de personnes âgées, de personnes handicapées, de façon régulière. C'est massif et ça se développe. Ça se développe pour quelle raison? Parce que la population vieillit, parce que les traitements en maison spécialisée coûtent très très cher, un certain nombre de personnes n'ont pas les moyens, et puis beaucoup aussi, le lien personnel, le lien humain est important, voire essentiel, et veulent le conserver. Ils ne veulent pas mettre leurs proches dans un EHPAD ou dans une maison, ils ne veulent pas s'éloigner, les isoler. Ça a quel impact sur la vie professionnelle? C'est-à-dire que quand on a en tête le souci d'un proche, un parent, un père, une mère, un enfant, forcément, c'est difficile de cloisonner sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Oui, alors, d'abord, ce n'est pas toute sa vie qu'on est aidant, que l'on est aidant. Ça dure en moyenne 4 années et demie. Mais 4 années et demie sur une carrière professionnelle, c'est beaucoup. Et c'est intense. Et finalement, c'est toute la personne qui peut être envahie par cette charge. Il y a la charge physique, la charge morale et puis la charge affective. Et tout ça, ça s'ajoute. Et ça envahit la personne, y compris lorsqu'elle est au travail. Et c'est en cela que l'entreprise est concernée, mais elle n'est pas concernée simplement parce que sa mission, c'est de prendre soin de la santé de ses salariés. C'est qu'elle a besoin, l'entreprise est invitée à prendre soin de tous ses salariés dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Elle a aussi besoin d'avoir des salariés qui sont concentrés sur leur travail et qui peuvent être là, présents et efficaces. Oui, mais ce n'est pas seulement la question des aidants, c'est la prise en compte que les salariés peuvent être confrontés dans leur vie personnelle à des difficultés. Parce que c'est un peu la même chose, le parent qui est plombé par les problèmes qu'il a avec son ado, qui vient le matin avec ses difficultés, il n'est pas très efficient au travail. De la même façon, celui qui aide un proche, quand il est à la maison, il a cette présence de son proche toute la journée et il est moins disponible à son travail. Mais voilà, et là, finalement, la question, c'est comment l'entreprise prend cela en compte et comment l'entreprise peut y répondre. Alors justement, comment est-ce que l'entreprise peut répondre à ces problématiques-là? Déjà, la première réponse, elle a été donnée par les partenaires sociaux qui ont construit, quand je dis partenaires sociaux, c'est bien patronat, syndicats, qui bâtissent un certain nombre de choses. Alors, il y a des accords dans les entreprises, il y a des accords dans les branches, et il y a des accords que nous avons fait porter dans la loi. Et tous ceux qui pensent que les corps intermédiaires ne servent à rien dans ce pays, ben là, on a une démonstration des corps intermédiaires utiles. Alors, on ne les voit pas au journal de 20h, mais ils bâtissent un certain nombre de droits qui permettent à des personnes, quand dans leur famille, ils doivent s'arrêter, ben, ces personnes ont aujourd'hui le droit de s'arrêter, alors à condition d'avoir un an d'ancienneté. On peut s'arrêter pas plus de 3 mois, renouvelable une fois. Enfin, il y a des conditions de bon sens, mais c'est un droit ouvert. Ça a été construit, bâti, mis en place, patronat et syndicats main dans la main, ou en tout cas un certain nombre de chefs d'entreprise et un certain nombre de syndicalistes. On ne les connaît pas assez, ces droits. Ensuite, ça s'organise. Il y a tous les modèles différents. On ne peut pas raisonner de la même façon dans une grosse entreprise. Quand je m'appelle La Poste, je ne suis pas mon boucher. Et donc l'organisation ensuite, pour régler ces problèmes, doit se faire presque du cas par cas, parce que c'est de l'humain. Et l'humain, on ne peut pas généraliser. L'humain, ce n'est pas une moyenne. Et ça se bâtit quand même. Ça se pratique tous les jours. C'est la démonstration que l'entreprise en France, et sans doute ailleurs, mais en tout cas en France, ce n'est pas la lutte des classes permanente, mais quand il y a un souci, on sait en commun se retroucher les manches pour essayer de le régler humainement. C'est quand même compliqué pour une entreprise, dans sa vie quotidienne, dans son efficacité, dans sa productivité quotidienne, de savoir qu'il y a des salariés qui vont partir plus tôt ou être absents un jour dans la semaine. Oui, mais tout ça, justement, Joseph saluait, ou je salue Joseph, qui rend hommage aux négociations entre partenaires sociaux.
Et c'est vrai, là, dans ce cas particulier, on n'est pas dans une négociation salariale où ce que je te donne, tu me le prends, et inversement. Là, ce sont des intérêts partagés. L'entreprise, elle a intérêt, même si c'est un peu plus compliqué, même si ça lui coûte un petit peu, elle a forcément intérêt à ce que ses salariés soient soulagés dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie privée. Mais c'est difficile de faire les comptes de ce point de vue-là, mais je suis témoin, et en tout cas convaincu, que l'entreprise est toujours gagnante. Alors, toujours, la plupart du temps gagnante, parce qu'il peut y avoir des exceptions, mais ça, c'est d'abord une attitude que l'entreprise doit avoir, l'employeur doit avoir vis-à-vis de ses salariés, c'est-à-dire une attention portée à la difficulté que rencontre le salarié. Par exemple, si un salarié est moins performant, on peut aller lui en faire le reproche et finalement le sanctionner au bout d'un moment, sans lui avoir fait les reproches suffisamment tôt, par exemple. Mais il y a peut-être des explications, et c'est là, cette attitude de prise en compte des difficultés des salariés, qui est, j'ai envie de dire, la moindre des choses. La façon dont on peut y répondre, ça c'est propre à chaque entreprise. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour le faire, mais déjà, le prendre en compte, c'est un énorme pas. Mais ce n'est pas la difficulté, vous disiez que chaque entreprise n'a pas les moyens de le faire. On l'entend bien entre une grosse entreprise et une petite entreprise, un artisan. Ces mesures d'aide qui existent ne sont pas généralisées. Comment concrètement on peut aider un salarié Quels sont les rôles des syndicats dans ces cas-là Comment est-ce que concrètement on peut d'abord les prévenir de leurs droits, parce que vous disiez très justement qu'ils ne sont pas souvent au courant de ce auquel ils ont droit. Comment ça se passe dans la pratique ? Le cadre légal, je peux le découper en trois grandes parties. C'est d'abord le soutien pour aider une personne qui est dépendante, qui est très dépendante. Donc légalement, il y a la possibilité de prendre des congés. Il y a aussi le soutien où je peux prendre également un congé pour les personnes en fin de vie. Là, c'est plus de la dépendance, mais c'est pour accompagner la fin de vie. C'est aussi prévu, c'est aussi dans les textes, c'est ce qu'on a aussi construit. Et puis, il y a aussi un congé parental pour les enfants handicapés, l'accompagnement des enfants de moins de 20 ans qui sont handicapés. Donc, c'est 3 cas de figure. Ensuite, il faut regarder, parce qu'il y a des droits, il y a donc des devoirs d'ailleurs, mais c'est pas aussi simple que ça. Quelqu'un qui va s'arrêter pendant plusieurs mois pour accompagner un membre de sa famille, un proche qui est en très grande difficulté. Peut-être que ça peut aussi avoir un effet négatif parce que le fait de travailler en entreprise, ça peut être aussi une respiration. Ça peut être aussi éviter un enfermement. Et donc, la bonne voie, c'est d'abord regarder les possibilités quand je suis face à un problème et demander conseil. Et le conseil... c'est l'organisation syndicale, mais c'est le délégué du personnel, c'est aussi le chef du personnel. Tout dépend quelles sont les relations qui pourront donner une aide, un conseil et une attention. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est une erreur que font certains de dire « alors je vais à 100% être auprès de mes vieux parents » et à la limite, ça les autodétruit parce qu'ils n'en peuvent plus. Et la vie professionnelle peut apporter une respiration. Le lien social, c'est essentiel. Et à l'inverse, la solution n'est pas de substituer aux proches aidants un tiers professionnel, par exemple, parce qu'on peut créer de la culpabilité, c'est-à-dire qu'il faut aussi permettre à chacun des aidants d'assumer dans les meilleures conditions ce qui est pour certains un devoir filial. Confier à un tiers peut déposséder la personne de cette charge, de cette responsabilité et de cette charge affective qui contribue à la construire, à la rendre heureuse aussi, à l'épanouir. Mais c'est un sujet extrêmement compliqué parce que là, on est dans de l'humain et puis chacun n'a pas les mêmes besoins dans ce domaine-là. Donc il faut trouver des réponses adaptées, comme le disait Joseph, donc, en fait, personnalisées. C'est vraiment du travail, j'allais dire. Du cousu humain. C'est du cousu humain pour chaque entreprise et chaque salarié. Et chaque cas de figure, j'allais dire. En fait, la première démarche à faire pour un salarié qui se retrouve dans cette configuration-là, dans cette situation-là, c'est d'aller voir... C'est de ne pas rester seul. Alors, personne, il faut elle a des amis, elle a des collègues. Ne pas s'enfermer sur son problème. Parce que souvent, à juste titre, on devient obsédé par ce problème, qui sont des problèmes graves. Ça touche à la vie, ça touche à la mort, ça touche à l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un et qui va disparaître ou qui est en très grande difficulté. Et donc c'est très intime. Il faut aussi savoir un peu échanger avec les autres
pour cette respiration, pour éviter l'isolement et pour recevoir des bons conseils, parce que le regard extérieur peut quand même apporter des conseils dont j'ai besoin, parce que moi, je suis focalisé sur mon problème à juste titre. Je voudrais ajouter que ce n'est pas seulement un problème d'entreprise, c'est un problème de la société. Parce que derrière l'aide, les aidants, il y a la notion de famille. Et en fait, aujourd'hui, c'est un trésor, cette famille. Parce que c'est la famille qui permet justement d'aider les personnes qui sont dans des difficultés, de les accompagner. Et aujourd'hui, alors, on peut contester les chiffres, mais on peut estimer à 175 milliards d'euros la mesure du travail de ces aidants familiaux, enfin qui sont des membres de la famille et qui aident leurs proches. 175 milliards, c'est à rapporter à 750 milliards, qui est le coût de toute la protection sociale en France, incluant la sécurité sociale, le chômage, la retraite, etc. Donc c'est extrêmement important, cette contribution à la société apportée finalement par la famille. Et ne serait-ce que pour ça, la famille mérite d'être aidée, accompagnée, défendue. Voilà. Donc il faut que l'État, les entreprises, la société en général portent sur ces aidants un regard particulièrement bienveillant. Oui. Et l'entreprise doit aider la famille de ce point de vue-là. C'est la famille qu'elle aide. Et les collègues, et on l'a vu d'ailleurs un certain nombre de cas. Maintenant, il y a des collègues qui donnent des RTT. On a fait des choses très jolies en entreprise. Des gens qui donnent des congés. Par des collègues qui donnaient des dons de RTT, des entreprises qui l'ont accepté alors que ce n'était pas dans la loi. Maintenant, c'est passé dans la loi. Et d'ailleurs, ce qui est absolument, quasiment caricatural, c'est comme à chaque fois, c'est le secteur privé qui donne l'exemple parce que du côté de l'administration, dont le patron c'est l'État, il n'y a pas encore la loi. Hein. Ils ont voté la loi, mais il n'y a pas les décrets d'application pour le don de RTT. Ils ont toujours un coup de retard. Moi, j'aimerais que l'État, qui nous donne des conseils tous les jours, soit un meilleur patron. L'exemple doit venir d'en haut. Il y a une différence privée-publique. Salut, merci Joseph pour ce message. Merci Jean-Eudes. Merci à vous. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.